La France est le pays avec le plus de victoires militaires au monde. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette info quelque part. Sauf qu'elle est fausse. Tout dépend de la manière de compter. C'est l'un des plus vieux pays européens et il a pris part à beaucoup plus de conflits que ses voisins allemands ou italiens nouvellement unifiés. Et puis, remporter des batailles, c'est bien si on gagne la guerre. Prenez Napoléon. Des dizaines de victoires. Mais ça ne l'empêche pas de s'effondrer à Waterloo. Le plus gros problème de cette classification, l'absence d'études sérieuses. La seule source qu'on ait, c'est une déclaration d'un historien britannique spécialisé dans les relations Royaume-Uni-US, pas la guerre. Ce classement est donc un peu biaisé. Tout au long de sa grande histoire, la France a connu de sacrées déconfitures. Inattendues, ridicules, catastrophiques ou mensongères. Comment la France a-t-elle perdu l'Indochine ? Vous êtes un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1945, la guerre est officiellement finie en Europe, vous pouvez enfin profiter de la vie. Et pas trop vite, le haut commandement en a décidé autrement. Allez soldats, montez sur ce bateau, vous allez partir rétablir l'ordre en Indochine. En effet, dans cette colonie française qui comprend le Laos, le Cambodge et le Vietnam, un homme vient de s'emparer du pouvoir. Ho Chi Minh, le leader de la Ligue indépendantiste du Viet Minh. Au départ, la France ne voit pas d'inconvénient à accorder plus d'autonomie à sa colonie, à condition que celle-ci reste dans le giron français. Ça convient à Ho Chi Minh qui se rend à Fontainebleau pour entamer des négociations qui se soldent par un échec, les deux parties n'arrivant pas à se mettre d'accord. En plus, sur le terrain, la situation se dégrade quelques mois après Fontainebleau. Dans la ville portuaire d'Haiphong, une fusillade entre nationalistes vietnamiens et douaniers français dégénère et fait 24 morts. On ordonne alors aux navires français de bombarder la ville. Selon les soldats sur place, les tirs d'obus prennent la vie de 6000 personnes, principalement des civils. Plus question pour Ho Chi Minh de négocier. Bien que le Laos et le Cambodge acceptent de devenir des États indépendants sous influence française, le leader du Viet Minh appelle tout le peuple vietnamien à se rebeller et à combattre la présence coloniale. Les habitants d'Hanoï se soulèvent et font exploser la centrale électrique, plongeant la ville dans le noir. Pendant plus d'une semaine, ils massacrent tous les colons et pillent leurs maisons, jusqu'à l'intervention de l'armée française. N'ayant pas les moyens d'engager le combat, les Vietnamiens se replient dans les montagnes alentours pour préserver leurs forces, sans pour autant dire leur dernier mot. Le Viet Minh est une armée populaire, de villageois sans formation militaire. Alors pour espérer battre un adversaire entraîné et mieux armé, ils deviennent les rois de la guérilla, attaquant rapidement par surprise avant de s'enfuir et de se fondre dans la population. Imaginez devoir constamment scruter chaque branche, faire attention au moindre bruit. Face à un ennemi invisible, votre puissance de feu, aussi grande soit-elle, ne sert à rien. En 1949, la Chine devient communiste et apporte son soutien à la cause Viet Minh, en entraînant les troupes et en leur fournissant du matériel militaire de bonne qualité. L'armée Viet Minh le fait savoir à Dong Quai et Cao Bang, où la France essuie ses premières grosses défaites, littéralement noyée sous les vagues ennemies. Il y a seulement 8000 Français contre 30 000 Vietnamiens. Un commando écrit même « C'est nous qui, sur la fin, faisions figure de guérillots ». À la métropole, la guerre est plutôt impopulaire. Des Français sont envoyés à la mort pour des enjeux qu'on ne comprend pas très bien. Il est donc pas rare de voir des manifestations un peu partout. En vue de régler le conflit indo-chinois, une conférence à Genève est planifiée. Une course contre la montre pour les Français qui veulent s'y présenter en position de force. Pour ce faire, ils lancent l'opération Castor. Le 20 novembre 1953, des soldats sont parachutés au-dessus de la plaine de Dien Bien Phu. La zone est en plein cœur du territoire Viet Minh. Ils y construisent un aérodrome parfait pour une base principale. 15 000 hommes sont alors déployés pour tenir la plaine, mais ça ne sera pas assez. Pour contrer cette nouvelle menace, tous les régiments Viet Minh font marche vers les portes de la plaine et attendent de lancer l'assaut. La nuit du 13 mars 1954, des milliers d'obus sont tirés vers le premier bastion. Malgré une résistance acharnée, les Français sont obligés d'abandonner le fort au petit matin. Très rapidement, plusieurs points d'appui essentiels tombent à leur tour. La bataille est perdue d'avance. Ça n'empêche pas l'état-major d'y envoyer encore et toujours plus d'hommes. Certains forts ne sont défendus que par des blessés. Finalement, le 7 mai 1954, après presque 2 mois de siège, la France cesse de combattre. Dien Bien Phu est tombé. À la suite de 7 années d'une guerre impopulaire, la France renonce à sa colonie et signe le 21 juillet 1954 les accords de Genève. Le Vietnam est séparé en 2 zones, communiste au nord, pro-occidental au sud. Un nouveau conflit idéologique reprend, mais cette fois sans la France. À la place, c'est les Américains qui vont s'en mêler. Le raid d'abord économique et matériel au Vietnam Sud va se transformer en un envoi massif de troupes. Les Vietnamiens vont encore devoir essuyer une autre guerre. Les désastres de la guerre de 100 ans.
14 000 Anglais contre 25 000 Français, qui gagne? Normalement, les plus nombreux, non? Crécy, la nuit du 26 août 1346, au tout début de la guerre de 100 ans, le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique l'héritage de la couronne de France. Dommage pour lui, elle atterrit sur la tête de Philippe VI de Valois. Jaloux, Édouard III traverse la Manche avec son armée et pille les villes. Un éclaireur vient alors lui annoncer que les troupes du roi de France ne sont qu'à un jour de marche. Qu'à cela ne tienne, il a au moins l'avantage de choisir le lieu de l'affrontement. De l'autre côté, Philippe VI est confiant. Cette bataille va être une bonne opportunité d'affirmer son autorité sur la couronne et de mettre fin à cette rivalité avec l'Angleterre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Avant même le début de la bataille, ça tourne mal. Les Français sont en chemin pour aller combattre, le roi ordonne de monter le campement pour se reposer, mais l'armée continue à avancer. Se croyant invincibles, pressés d'aller massacrer les Anglais, ils arrivent donc dans la soirée complètement épuisés et désorganisés. La bataille commence, nouveau pépin, les arbalétriers génois employés par le roi de France n'arrivent pas à décocher aussi rapidement que les arcs longs anglais. Craignant pour leur vie, ils tentent alors de déserter et rompent les rangs. Manque de chance, ils sont vite bloqués par les chevaliers français qui prennent ça pour de la trahison et se font zigouiller. À leur tour, les chevaliers chargent comme des bourrins vers le front adverse pour mieux s'étaler sur les pieux en bois mis en place par les Anglais. La défaite devient rapidement inévitable, mais l'honneur des Français les pousse à continuer le combat. Philippe VI profite de la confusion pour prendre la fuite, la victoire est anglaise. La noblesse française a failli, désorganisée, trop confiant et porté sur le désir de briller en solitaire, les chevaliers se sont engagés dans la bataille sans réfléchir. En désordre, ils n'ont pas pu s'adapter aux circonstances face à une armée anglaise bien trop organisée. Est-ce que vous croyez qu'ils apprennent de leurs erreurs? Y a encore pire, la bataille d'Azincourt. Déjà, ce qui est vraiment débile, c'est que cette bataille est complètement inutile. Après la prise d'Harfleur, les Anglais sont exténués et leur roi décide de rentrer au pays avec son armée. Pour ce faire, ils doivent passer par Calais. Les troupes sont fatiguées, elles viennent de faire 300 km en à peine 10 jours. En plus, elles souffrent de dysenterie, une bonne grosse diarrhée des familles. Pour l'armée du roi de France, c'est le moment parfait pour les attaquer. Alors, tout le gratin de la noblesse française se rassemble et intercepte les Anglais près d'Azincourt le 24 octobre 1415. Détail non négligeable, il pleut, la terre se transforme rapidement en boue, l'armée française est composée principalement de chevaliers alors que les Anglais d'archers. La bataille commence, 5000 flèches viennent s'abattre sur les Français, puis 5000, et encore 5000. Il faudrait charger, mais le camp de bataille est super étroit. Les chevaux peinent à prendre de la vitesse et se freinent mutuellement. Les rares qui parviennent à rejoindre le front ennemi s'étalent sur les piquets. Sous une pluie de flèches, ils s'effondrent un par un. Se retrouvant alors figés par le poids de leurs armures, dans la boue, ne pouvant se redresser, face à l'hécatombe, les rares rescapés préfèrent prendre la fuite. La catastrophe de 1870. Le 1er mars 1871, les Allemands, victorieux, défilent sur les Champs-Élysées. Comment en est-on arrivé là? Un an auparavant, la France est toujours un empire dirigé par Napoléon III. L'Allemagne, elle, est divisée en plusieurs petits États. Une personne va alors changer le destin de toute l'Europe. Otto von Bismarck, alors premier président du royaume de Prusse, dirigé par Guillaume Ier. Pour son roi, il arrive à unifier une partie des États germaniques sous la confédération de l'Allemagne du Nord et les réunit autour de la Prusse. Mais son but n'est pas encore atteint. Lui, il voudrait réunifier toute l'Allemagne. Alors il a une idée. Face à un envahisseur extérieur, tous les États allemands restants devraient se rassembler logiquement sous sa bannière. Ce qu'il veut, c'est qu'une puissance étrangère lui déclare la guerre. Au même moment, l'Espagne cherche un nouveau roi et offre la couronne au cousin du roi de Prusse. Ça inquiète Napoléon III qui envoie un ambassadeur négocier avec Guillaume Ier, arrivant à lui faire abandonner la proposition espagnole. La guerre est évitée, ce qui ne fait pas les affaires de Bismarck. Mais il ne se laisse pas faire, manipule un bref échange entre l'ambassadeur et Guillaume Ier qu'il présente comme une agression française dans la dépêche d'Ems. Les Allemands sont outragés lors de la publication de la dépêche. La tension monte aussi chez les Français. Bismarck a vexé les deux camps. Alors, le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Bismarck a réussi. Comme il l'avait prévu, les États allemands restants joignent leurs forces à la Confédération du Nord et à la Prusse. Les Français sont confiants, mais malgré quelques petites victoires, ils connaissent une série de défaites. La raison, la France est très
très mal préparée. Au début du conflit, elle ne peut compter que sur 265 000 soldats de métier, là où la Prusse combinée aux États allemands en aligne plus de 500 000. Après la mobilisation, la balance s'équilibre. On compte 900 000 Français pour 1 200 000 Allemands et Prussiens, mais ils restent tout de même en infériorité numérique. En plus, les Allemands peuvent compter sur une artillerie et une organisation largement supérieure aux nôtres. Metz est assiégée. Pour lui venir en aide, Napoléon III part avec un détachement de 125 000 hommes, mais se fait rapidement intercepter par un groupe de 200 000. Il décide de se réfugier dans la ville de Sedan. C'est sans compter sur l'efficacité allemande. Très vite, la ville est encerclée, empêchant toute possibilité de retraite. Les Français se font canarder et n'arrivent pas à répondre aux assauts ennemis. Sur les ordres de Napoléon III, le drapeau blanc est hissé. Il ne le sait pas encore, mais il vient de sceller le destin de la France pour les décennies à venir. Les conditions de reddition sont négociées, la quasi-totalité de l'armée française présente lors de la bataille est faite prisonnière, et Napoléon III avec. Ce qui marque la fin du Second Empire et l'avènement de la Troisième République. Un gouvernement provisoire est d'abord mis en place, mais les Allemands se retrouvent très vite aux portes de Paris et assiègent la ville en plein hiver. Le gouvernement charge Gambetta, alors ministre de l'Intérieur, de s'enfuir de Paris en montgolfière et de poursuivre le combat en province. Stylé, mais la guerre est déjà perdue d'avance. L'ennemi est tellement confiant que, dans la galerie des glaces de Versailles, Guillaume Ier proclame l'Empire allemand et devient le Kaiser d'une fusion entre les petits États d'Allemagne et le Royaume de Prusse. La France, vaincue, signe le 15 février 1871 l'armistice général. Les Allemands exigent l'Alsace-Moselle. Pourquoi ? Parce que les Alsaciens sont considérés comme faisant déjà partie de la culture germanique. C'est aussi un territoire hyper stratégique, permettant à l'Empire allemand d'élargir ses frontières au-delà du Rhin et de mettre la France dans une position de faiblesse. Que devient Bismarck dans tout ça ? Véritable fondateur de l'Empire allemand, il est nommé chancelier impérial et devient l'homme politique le plus puissant du nouvel État. Sa volonté prime souvent sur celle du Kaiser. Selon Guillaume Ier, c'est pas simple d'être empereur sous un tel chancelier. Mais revenons en France. Le nouvel Empire germanique réclame aussi un versement de 5 millions de francs or. Et bien que la guerre soit finie, les Allemands occupent toujours une partie du territoire en attente du paiement final. Ça donne lieu à la proclamation de la Commune insurrectionnelle de Paris, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Les Français sont dégoûtés. Leur défaite et le sentiment de revanche qui va avec sont d'ailleurs l'une des raisons qui font que la France s'engage dans la Première Guerre mondiale, 40 ans plus tard. La France a-t-elle capitulé trop facilement lors de la Seconde Guerre mondiale ? Si vous traînez un peu sur les réseaux, vous pouvez voir des centaines de mèmes anglophones qui se moquent tous de la même chose, la capitulation de la France face aux Allemands sans même combattre. Bonjour, you cheese-eating surrender monkeys. Bon, on va débunker tout ça et vous dire pourquoi on a vraiment perdu. La France possède à ce moment-là une des meilleures armées du monde. Elle a en plus construit une ligne de fortification impénétrable le long de la frontière allemande et italienne au cas où un nouveau conflit éclate. La ligne Maginot, plus de 700 km de béton et d'acier, le tout protégé par des tourelles, des canons anti-chars, des mitrailleuses. Bref, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Au début de la guerre, tout va bien, les soldats français sont parqués là et font face aux Allemands positionnés quelques kilomètres plus loin. Les deux camps se regardent, personne n'ose attaquer, c'est une drôle de guerre. Mais ça va vite s'envenimer. Les Allemands changent de plan, s'ils ne peuvent pas franchir directement la frontière française, ils passeront par la Belgique, quitte à violer sa neutralité. C'est là que les choses sérieuses commencent. Le front bouge et les soldats avec. Les Belges peuvent alors compter sur le soutien des Britanniques et des Français qui envoient leurs meilleures unités. Les Alliés arrivent à décrocher quelques victoires, telles que la première grosse bataille de chars de l'histoire à Anu, puis à Gembloux. Plus ou moins 415 chars français contre presque 650 panzers allemands. Ça montre bien la supériorité technique des blindés français. Mais ils sont tombés dans le panneau. En effet, le gros des troupes alliées est positionné au nord de la Belgique. Pour eux, il est inconcevable que l'ennemi passe par le haut plateau ardennais. La zone est boisée, beaucoup de rivières à traverser ainsi que pas mal de dénivelé. Donc difficile d'y circuler avec des chars. Pourtant, alors que les Alliés sont occupés à se battre contre de petites divisions adverses au nord, le gros de l'armée allemande envahit les Ardennes, au sud. En moins de 3 jours, l'ennemi parvient à traverser ce territoire réputé infranchissable et perce le front à ses dents. Il atteint rapidement la Manche, ce qui isole les troupes alliées et les coupe de toute aide extérieure. Pour éviter des pertes inutiles, le commandement britannique décide de rapatrier son armée depuis le port de Dunkerque. C'est l'opération Dynamo. En plus des destroyers, 700 bateaux de pêche et de plaisance participent à l'effort de guerre et viennent chercher les soldats qui attendent sur la berge. Vous l'avez vu dans le film de Christopher Nolan, qui a fait polémique. On ne voit
voit les Français que quelques secondes au début du film, alors que tout cela n'aurait pas été possible sans leur résistance. Lorsque tous les Anglais auront été rapatriés, ce sera à eux de partir pour le Royaume-Uni, alors ils attendent patiemment et tiennent fermement la ville de Lille et celle de Dunkerque face à un ennemi largement supérieur en nombre. Le dernier bateau part, mais 40 000 soldats français restent sur le port et continuent à résister. Ils vont se faire capturer et emprisonner par les Allemands, mais ont assuré jusqu'au bout le succès de l'opération Dynamo. En tout, 224 000 Britanniques et 123 000 Français parviennent à atteindre les côtes britanniques. Alors oui, comme dit Churchill, la guerre ne se gagne pas avec des évacuations. Et la bataille de Dunkerque reste une défaite majeure qui donne lieu à la capitulation de la France 19 jours plus tard et la mise en place du régime de Vichy. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chacune de ces débâcles se cachent des Français qui se sont courageusement battus pour la grandeur de leur pays. Même dans la défaite, ils n'ont jamais faibli, témoignant de leur profond sens de l'honneur. À la place de les désigner comme des simples perdants, envisageons-les plutôt comme de véritables héros.